2, France Maghreb 2. L'émission qui vous rassemble et qui vous ressemble, ou plutôt l'émission qui vous ressemble et vous rassemble, ça s'appelle le LGF, le Grand Forum. Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Sous une belle pluie parisienne, mais on commence à avoir l'habitude, c'est le printemps et les giboulées de mars qui font leur apparition. Bienvenue à tous pour une semaine très chargée du LGF. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Pour l'heure, nous sommes lundi et donc c'est la première de la semaine avec la ravissante Hanan Zawani. Bonjour Hanan, qui nous arrive dans un instant bien sûr. Et elle ne sera pas seule, Hanan Zawani, puisque nous aurons plusieurs invités tout au long de cette émission sur France Maghreb 2. Restez bien avec nous. C'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vous pourrez évidemment nous appeler pour interroger nos différents invités. Le numéro de téléphone, je vous le redonne, 01 40 33 9000. C'est le numéro de téléphone pour arriver jusque nous, évidemment, et tout simplement questionner nos invités qui seront avec nous tout au long de l'après-midi. Et il y en aura 3 aujourd'hui. Non, pas 1, pas 2, mais 3. Et on ne dit jamais assez, jamais 203 d'ailleurs. Avec Hanan, ça fait 4. Bonjour Hanan. Bonjour chers auditeurs. Comment ça va ma chère Hanan? Écoute, très bien, un week-end reposant, une belle lecture que je vais vous faire découvrir. Ah oui. On a avec nous là qui vient d'arriver donc Nadia Atroubi, donc qui est la rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas et auteure de livres. Et aujourd'hui donc elle nous présente ce sont nos frères et leurs enfants sont nos enfants. Bonjour Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Bienvenue. Et franchement, j'ai passé un agréable moment à la lecture de ce livre. Je reste un peu sur ma faim, mais on en reparlera tout à l'heure. Sur ma faim, c'est-à-dire que la faim m'a un peu frustré. C'est volontaire. Voilà. C'est volontaire, j'imagine bien. On en reparlera évidemment, puisque Nadia sera avec nous dans un instant. Un conseil, un ouvrage que l'on vous conseille évidemment vivement de lire. Vous allez passer un agréable moment et en plus on va replonger dans une période difficile qui est la Seconde Guerre mondiale et également quelques passages aussi sur le 17 octobre 61. Tout ça avec cet héros, on peut dire, ce héros s'appelle Salah Hamdan. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, voici le sommaire. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, 3 invités au programme. Et tout d'abord, notre invitée littéraire, Nadia Atroubi, qui est la directrice en chef du Courrier de l'Atlas et auteur de livres. L'invité politique, Adama Traoré, cofondateur La République est en marche, qui viendra nous parler d'une méthode pour organiser la population. Gamal Abina, porte-parole du mouvement des droits civiques et de défense de la présomption d'innocence, qui nous expliquera pourquoi l'initiative citoyenne a été lancée suite à l'affaire Tariq Ramadan. La question LGF du jour, fini le FN, place au Rassemblement National. Ce nouveau nom fera-t-il oublier les idées de ce parti? Selon vous, vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et nous terminerons, et comme d'habitude, par un bon Libertad en fin d'émission. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous et de commencer cette semaine dans notre compagnie, dans votre émission qui est de plus en plus écoutée d'ailleurs. Et on vous salue partout en France et y compris d'ailleurs sur la planète. Je vous incite d'ailleurs à télécharger l'application France Maghreb 2 pour rester ainsi connecté, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, à votre radio France Maghreb 2. Avec nous aujourd'hui Hanan Zawani qui est avec nous comme tous les lundis d'ailleurs. Et notre première invitée, Hanan, s'appelle Nadia Atroubi, qui est rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas et également auteur de ce magnifique livre dont on va parler dans un instant, cet ouvrage, ce roman. Mais auparavant, la question du jour. Alors, fini le Front National, place à ce nouveau nom de ce parti. D'ailleurs, elle risque d'avoir quelques problèmes avec, puisqu'apparemment il a été déposé. Cela dit, la question est toute simple aujourd'hui. Est-ce que ce nouveau nom fera définitivement oublier les idées de ce parti? Et je dois dire que pour l'heure, vous êtes en grande majorité, mais sans surprise, à dire que évidemment non. Sur Facebook, pour répondre à cette question, France Maghreb 2, sur Twitter, LGF officiel. Hanan, est-ce que d'après toi, le nouveau nom du Front National, enfin l'ex-Front National, qui s'appelle donc maintenant Rassemblement National, fera oublier les idées racistes, fascistes de ce parti? Faut que je fasse gaffe parce qu'il paraît que maintenant elle attaque tout ce que apparemment dès qu'on dit fasciste au Front National, bah ça y est, on est attaqué en diffamation. Donc toutes ces parties un peu, toutes ces idées un peu, comment dirais-je, xénophobes. Bon, voilà. Me concernant évidemment non.
donc à 94% sur Facebook et 93% sur Twitter. Sans non. appel. Un score sans appel à la Ben Ali. À la Ben Ali, exactement. On est sur une stratégie de dédiabolisation depuis maintenant plus d'une dizaine, voire une quinzaine d'années. Ouais. Maintenant, ce parti du Front National, il porte évidemment la couleur de son père, de Jean-Marie Le Pen, même s'il a été éjecté du parti. Ah oui. Donc toutes ces idées contre l'immigration, etc., elles viennent quand même d'une idéologie raciste dès le démarrage. On ne saurait que trop répéter les exactions commises ou qui seraient commises par Jean-Marie Le Pen lors de la guerre d'Algérie. Ouais. Donc personne n'est dupe. Puis ne serait-ce que par rapport au cœur de l'électorat de ce parti, qu'il s'appelle le Front ou Rassemblement, c'est quand même un cœur d'électorat qui est profondément raciste. Et c'est pas juste un électorat qui est contre une certaine immigration pour protéger l'économie française. Avant de parler de ton ouvrage, Nadia, ton avis là-dessus, sur cette question du jour, est-ce que ce nouveau nom va faire oublier, en tout cas c'est ce qu'espère la présidente du Front National, ex-Front National, Marine Le Pen, faire oublier ses idées extrémistes? Je rejoins tout à fait Hanan dans son analyse. Je pense que non, même si on assiste depuis effectivement l'arrivée de Marine Le Pen à la direction à la présidence du Front National, à une dédiabolisation, en tout cas une tentative de dédiabolisation. Je pense que ce sera toujours les mêmes idées nauséabondes qui seront véhiculées à partir du moment où ils sont toujours sur une idée de priorité nationale, de non-acceptation, de différence, rejet de l'islam très fort, même islamophobie, disons carrément le mot. Non, je n'y crois pas une seconde. Très bien. Alors en tout cas, vous continuez de répondre à cette question sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, LGF officiel. Ma chère Hanan, je te laisse la parole parce que tu as lu, tout comme moi, ce roman. C'est ce pourquoi d'ailleurs Nadia Atroubi est avec nous aujourd'hui pour nous le présenter. Et après lecture, évidemment, on a quelques questions, mais tu souhaitais d'abord nous présenter un petit peu cet ouvrage. Exactement. Donc je t'offre mon billet littéraire, Nadia. Alors, ils sont nos frères et leurs enfants sont nos enfants. À l'heure où justement nos enfants de banlieue ne cessent d'être stigmatisés et montrés du doigt comme le fer de lance du sentiment antisémite ici en France, voilà un roman inspiré de faits réels et qui met à mal les clichés sur les rapports entre juifs et musulmans. Un roman à mettre entre les mains de tous qui nous transporte des rues de Kabylie à celles de Gaza et Jérusalem en passant par Tel Aviv avec en décor de fond les montagnes de Kabylie. Leïla et Anne, les deux inséparables amies d'enfance, vont se retrouver confrontées à leur propre histoire. Toutes deux, filles de France en quête de recherche identitaire, elles portent le poids de la douleur de leurs aïeux. Leïla la musulmane et Anne la juive nous interrogent sur notre propre capacité à prendre du recul sur le conflit israélo-palestinien. Pour Leïla, il faut que cesse la colonisation des territoires palestiniens. Pour Anne, toute critique de la politique d'Israël est une offense aux victimes de la Shoah. Vous réagissez toutes deux avec les cœurs. Pose-toi la question, pourquoi t'identifies-tu ainsi aux Palestiniens? Parce qu'ils sont arabes? Pourquoi s'identifient-elles aux Israéliens? Parce qu'ils sont juifs? Vous voyez encore les choses à travers ce prisme, interroge la tante de Leïla. Ce roman se révèle être un outil pédagogique pour nos enfants de France, en ce sens qu'il est un condensé de l'histoire vécue par nos grands-parents. Leïla, devenue journaliste, découvre l'histoire cachée de son grand-père Salah, l'indigène de Kabylie. Grâce au journal qu'il tenait durant la guerre, elle apprend qu'il faisait partie d'un groupe de résistants kabyles qui a sauvé de nombreux juifs. Cette lecture de l'histoire, racontée par une petite fille d'indigène algérien, nous sort d'une vision simpliste. Il y a d'un côté les méchants et de l'autre les gentils. Elle nous plonge dans la réalité de personnages juifs et musulmans des débuts de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la manifestation pacifique du 17 octobre 1961 où de nombreux Algériens ont trouvé la mort. Aux deux questions, comment se construire au cœur d'enjeux identitaires politisés et comment sortir de la binarité des débats et des positions, votre plume militante Nadia y répond à travers les histoires croisées de nos aïeux. Et c'est parce que l'histoire d'Israël commence à cette période qu'interroger le conflit israélo-palestinien à la lueur du passé s'est imposé pour vous. Je vous tire donc mon chapeau. Très bel essai, saisissant et émouvant. Mais Nadia,
À défaut d'un avis tranché dont nous sommes les spécialistes ici au LGF, je vous pose une question. Ils sont nos frères et nos enfants sont leurs enfants et le titre de votre roman avec lequel je ne peux être que d'accord, mais ce roman n'évacue-t-il pas la question centrale du conflit israélo-palestinien qui est un conflit colonial? Alors oui et non, parce que justement, dès les premières pages, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Gaza, le livre commence par un bombardement d'Israël à Gaza, qui tue des civils, et ensuite elle reçoit la visite, elle est évacuée, inconsciente, et elle reçoit la visite du consul de France qui lui dit qu'en gros elle n'avait pas le droit d'aller. En fait, c'est toujours abordé en filigrane, et puis elle dit bien, elle, à plusieurs moments, sans dévoiler l'intrigue, c'est qu'à un moment donné, il y a un des personnages qui a été sauvé par Salah, qui dit que que Salah justement avait hésité, n'avait pas voulu venir en Israël parce que c'était un pays qui occupait un autre pays et que ça lui justement c'était sur quoi il s'était battu toute sa vie. Quand il se bat, quand il est pour l'indépendance de l'Algérie, forcément il ne peut être que pour l'indépendance de la Palestine. Donc vraiment j'ai essayé de parler de tout ça mais avec nuance. Oui. Même quand j'aborde aussi des thèmes comme le blanchiment de l'armée, par exemple, c'est pas écrit en gros. Je vais vous parler du blanchiment de l'armée de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est toujours par filigrane. Quand je parle de l'autre 8 mai 45, ce qui se passe à Sétif également, en disant que à Paris, tout le monde fait la fête de la libération, tout le monde fête cette libération, et sauf qu'au même moment, on tue des Algériens qui manifestent pour exactement la même chose. Donc j'essaye vraiment de tout faire en filigrane, et je vous disais tout à l'heure hors micro que ce livre était mal compris par justement les médias mainstream parce qu'ils pensent que j'aborde justement des sujets qui sont trop tabous et trop compliqués. Parce qu'on a du mal, la France a du mal à regarder son histoire en face et a du mal à faire face justement à ces questions de colonialisme, je peux être très longue, donc il faut m'interrompre. On t'écoute, voilà. Bien, on t'écoute. De questions de colonialisme, de racisme d'État, puisque voilà, quand on voit la manière dont les soldats indigènes ont été traités, voilà, il y a beaucoup de choses à dire, et d'ailleurs c'est le propos de mon prochain roman. Je travaille sur un roman sur les tirailleurs sénégalais de la Première et Seconde Guerre mondiale. Ça va être une saga qui va nous emmener sur les deux conflits mondiaux à travers une famille de tirailleurs sénégalais. Alors je vais montrer qu'à un moment donné, effectivement, ces soldats coloniaux ont servi de chair à canon, mais pas que. C'est-à-dire qu'après, je vais encore apporter de la nuance. Alors on apprend beaucoup de choses au cours de cet ouvrage en le lisant. C'est vrai qu'on va pas ici révéler le contenu parce qu'on invite d'abord tous les auditeurs à s'en saisir. C'est pour la maison d'édition Vélige. Donc on le trouve chez tous les points de vente, je suppose. Oui, puis vous pouvez le commander, pas de problème. Alors c'est vrai qu'il y a une grosse partie en fait où Leïla retrouve un petit peu les carnets de son grand-père. Tout ça d'ailleurs se fait avec un petit peu de difficulté parce que la grand-mère essaie de les cacher, peut-être d'ailleurs par pudeur. Et puis quand elle voit que la petite fille insiste et emploie d'ailleurs de sacrés moyens pour le faire, eh bien elle cède et finalement elle lui dit bon bah c'est à toi. Et là il y a une longue lecture d'un récit de ce grand-père de Salah Hamdan qui raconte donc ces années de guerre, d'occupation à sa sœur à qui il a d'ailleurs des rapports très privilégié, très particulier avec sa sœur Khadija qui, elle, restait au village en Kabylie. Mais c'est ça l'exil, ça crée toujours un rapport privilégié avec celui qui est resté finalement. Enfin souvent en tout cas. Ouais. Alors ça c'est un moment assez difficile parce que là Salah est donc elle travaille dans une imprimerie et donc noue des contacts, des liens. Pas toujours compris d'ailleurs avec ses camarades que sont Kamel et Areski et par contre nous des contacts avec son patron de cette imprimerie et surtout je réserve évidemment la surprise pour les lecteurs mais il noue des contacts très rapprochés de la séduction absolument avec cette femme qui terminera d'ailleurs malheureusement très mal. Mais c'est vrai que quand on lit un petit peu ces lettres, ce récit finalement d'un homme qui vit loin de chez lui, à la base en France, il dit d'ailleurs, pour faire simple, à la fin de cette guerre, quand des gens font la fête pour la libération, bah lui il a un goût amer.
C'est difficile ça aussi parce que effectivement, et vous parlez de ce autre 8 mai à Sétif et à Guelma. Par contre, dans ce roman, Salah Hamdan, on ne sait pas trop comment il est mort finalement, comment il a fini sa vie. Oui, c'était exprès aussi. Ouais. En fait, c'est par ellipse, et je me dis que, en fait, j'ai prévu un 2e tome, et donc je voulais pouvoir faire un 2e tome en gardant un maximum de suspense. Sa petite fille le recherche, elle se dit juste que son corps est forcément à Thiers, en banlieue parisienne, là où on a enterré dans une fosse commune les corps repêchés des Algériens. Ça aussi, c'est une aberration. C'est-à-dire que après le 17 octobre 61 et ces centaines d'Algériens qui sont tabassés, jetés dans la Seine, on n'a pas forcément procédé à l'identification de tous les corps, et on a fait une fosse commune et on les a tous mis dans cette fosse commune. Donc aujourd'hui encore, il y a des gens qui ne savent pas où ont disparu leur grand-père, leur père. Donc voilà, c'était aussi un clin d'œil à cette injustice faite, c'est-à-dire que c'était comme s'ils étaient morts une 2e fois de pas avoir de tombe, un nom gravé sur une tombe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper important de pouvoir clore quelque chose. Et pour ces familles-là, la question sera jamais close. On se posera toujours avec la question de qu'est-ce qu'il a pu se passer. On sent, Hanan et Nadia, que entre ces deux familles, les deux familles des deux meilleurs amis, on peut le dire, même si leur amitié en a pris un coup au travers de cette histoire, de ce conflit israélo-palestinien, mais les deux familles sont liées. Je vous dis pas comment, évidemment, mais finalement c'est la tolérance des deux côtés, aussi bien du côté des parents de Anne que des parents aussi de Leïla, qui leur conseillent de mettre un petit peu tout ça de côté et puis de voir les choses un petit peu autrement. Enfin, il y a vraiment ce rappel régulier dans ce livre. Moi, ce qui m'a énormément parlé, Nadia, mais dès les premières pages de ce livre, il se trouve que j'ai été dans un collège parisien où effectivement, j'avais des collègues élèves de confession juive. Plus tard, en grandissant dans le travail aussi, j'ai aussi eu des collègues de confession juive. Et on a, en tout cas moi, pour ma part, j'ai toujours eu une certaine gêne et une certaine appréhension à parler du conflit israélo-palestinien, et c'est un conflit en fait duquel on ne parle pas entre nous pour justement éviter de se prendre la tête, parce que on craint en fait la vision de l'autre, et puis on craint de se confronter de confronter aussi notre propre vision à celle de l'autre, et que du coup on ait des rapports soit amicaux soit professionnels qui se tendent. Et là, ce qui est génial dans ce bouquin, moi ça m'a fait penser, alors je sais pas pourquoi, aux élèves de la ville de Sarcelles. Enfin bon, on sait tous pourquoi, parce que au vu de la dernière soi-disant agression d'un jeune juif par soi-disant un musulman, c'était de me dire justement qu'il serait vraiment intéressant de mettre entre leurs mains à ces élèves ce bouquin, et qu'ils puissent justement parler du conflit israélien à travers tous ces événements historiques, pour plus qu'il y ait de tabou, et que l'un comprenne la position de l'autre, et qu'on soit plus effectivement sur une position aussi tranchée, même si comme je vous posais la question, comme je te l'ai dit, Nadia, le conflit israélo-palestinien, en tout cas pour moi et pour beaucoup de personnes ici en France qui dénoncent la politique sioniste d'Israël, ce qu'on dénonce, c'est vraiment cette politique coloniale, et on n'a pas en fait un manque de fraternité envers ceux qu'on appelle nos cousins, ou un manque de connaissance de l'histoire. On le sait très bien, nos grands-parents nous ont raconté cette histoire. Moi, je suis originaire du Maroc, donc on sait très bien qu'on avait une population juive marocaine très importante au Maroc, et qu'elle a toujours été protégée. Donc voilà. Mais alors c'est intéressant, parce que je rebondis sur ce que tu as dit, Hanan, mais moi j'ai grandi à Paris, et j'étais dans un lycée parisien dans le Marais, justement. Donc j'avais beaucoup de camarades de confession juive, mais aussi de camarades de confession chrétienne, musulmane ou athée. Et c'est vrai que
on a quand même eu beaucoup de débats sur cette question-là, parce que forcément, quand t'es lycéen, t'as des avis plus tranchés, c'est avec l'âge que tu apprends à modérer tes propos. Et c'est vrai que c'était un sujet qui revenait beaucoup. On a fait beaucoup de manifs, c'est les années où tu le manifestes le plus, je pense. Donc on a eu beaucoup cet échange. Et alors pour tout vous dire, moi j'ai présenté ce livre à la librairie Résistance. Oui. Avec Olivia Zemmour. Ouais. Et du coup, c'est vrai que j'en menais pas large les quelques jours avant, parce que je me disais comment ils ont compris le livre, parce que ils m'ont rien dit, ils m'ont pas dit s'ils avaient aimé le livre, pas aimé le livre. Bon, après j'avais une bonne indication, c'est qu'ils me proposaient un échange avec la salle, donc j'imagine qu'ils avaient quand même un peu apprécié le livre. Et du coup, j'arrive, c'est vrai qu'il y a salle comble, enfin vraiment une 50aine de personnes. Et il y a des gens qui ont fait des commentaires. Et puis voilà, Olivia Zemmour avait très bien compris le livre et l'a très bien vendu, entre guillemets, en expliquant que vraiment, justement, je faisais ça de manière subtile. Oui. De parler et de colonisation et des attentats, et en même temps, tu vois, de n'édulcorer et de aucune vérité, en fait. Oui, là tous les sujets tabous sont mis sur la table. Donc l'histoire d'amour en tout cas on effleure l'idée de l'histoire d'amour entre un juif et un musulman et une juive. On pose sur la table le sentiment antisémite qu'il y a eu pendant cette Seconde Guerre mondiale, les collaborations. Et en même temps aussi, il y a, au moment où on m'a fait le reproche, par exemple, que Anne était pour certains un personnage un peu trop caricatural de la française de confession. C'est vrai que Laïda apparaît comme la plus ouverte quand même. Oui, mais parce que ça existe aussi, et que j'en avais assez qu'on présente aussi toujours les mêmes de la même façon que caricatural, je vais y arriver. Mais c'est comme pour Salah. Voilà, il y a des gens qui m'ont dit. Mais si je peux remettre le gars, elle a été recadrée quand même pas mal par ses parents, Anne. Oui. Mais quand on me dit par exemple Salah, il est instruit. Oui. Parce que je voulais montrer qu'il y avait aussi des Algériens et des Kabyles en 1939 qui savaient lire, qui savaient écrire. Ouais. Et non, mais c'est important sur la caricature des gens, des personnages, de montrer aussi que ça a existé. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'immigration, on pense toujours que c'est un Kabyle analphabète qui est descendu de sa montagne, en gros, pour caricaturer. Donc moi, je voulais aussi montrer qu'il y avait des Algériens qui avait étudié, et lui c'est un peu, je sais pas si vous avez lu Mouloud Feraoun. Oui. Voilà, et pour moi c'est un peu le fils du pauvre, c'est-à-dire que vous savez le personnage qui devient instituteur, qui à force d'abnégation, de travail devient instituteur, et lui il le dit plusieurs fois dans le livre quand il écrit à sa sœur Khadija, son rêve c'était d'être instituteur. Exact. Sauf que il doit subvenir aux besoins de la famille, et c'est pour ça qu'il émigre en France et qu'il quitte la Kabylie. Mais lui, son rêve, c'était d'instruire d'autres Kabyles et de permettre, parce que l'indépendance, c'était ça aussi, c'était de dire, on va créer une société capable de réfléchir par elle-même. Et ça, pour l'indépendance d'un pays, c'est important. Et puis donc il y a toute cette période effectivement sur laquelle tu reviens dans ton livre au travers du récit fait par Salam Ramdan durant la Seconde Guerre mondiale. C'est quasiment un récit mois par mois de ce qui s'est passé pendant ces années de guerre, et effectivement ces juifs qui ont été cachés, Salah et ses amis qui ont caché donc ces juifs à la mosquée de Paris, donc pendant plusieurs jours. Et on peut dire quand même qu'ils étaient assez efficaces, Salah et toute sa clique, pour essayer de cacher, en prenant d'ailleurs beaucoup de risques parfois. Ils ont pris beaucoup de risques. Ils ont pris beaucoup de risques parce que c'est leurs amis, et tout de suite quand c'est tes amis, ta famille proche ou tes amis, tu prends les risques. Et c'est pour ça que j'ai voulu montrer cette idée de fraternité, c'est que quand ton ami est en danger, tu t'en fous de savoir de quelle origine il est en fait. Tu tends juste la main à ton ami. Ça, le message, il est bien perceptible dans le livre, en tout cas quand on est à cette période de l'histoire. Et puis effectivement, il y a cette femme avec laquelle il se rapproche, avec laquelle il noue des contacts dans une période évidemment compliquée. Et cette femme est envoyée avec son ami dans les camps de la mort, quoi. Sauf que elle ne sera pas, j'allais dire, gazée, mais elle terminera dans un autre sort dont je vous réserve d'ailleurs la surprise durant la lecture de ce livre. En tout cas, on a l'impression quand même que tout est bien construit, et finalement, Nadia, dans ce livre, il y a des personnages, et chaque personnage a vraiment un rôle bien défini, et on a plus l'impression de lire un livre, mais quasiment de regarder un film.
Merci. Bah, écoutez, j'espère que on va vous écouter. J'aimerais bien que qu'un film voit le jour. Maintenant, si c'est pas un film, si c'est pour que ça finisse en film téléfilm sur M6, non. Non. Ce que je veux dire, c'est que ça soit là, c'est un film historique, carrément. Historique et engagé. Je voudrais pas non plus que ça soit édulcoré du côté militant, parce que j'assume totalement la part militante du livre. Et tu vois, je reprends juste ta question de tout à l'heure sur le fait colonial. Quand Laïla parle avec son professeur et qu'elle lui dit à quel moment à quel moment on parle de génocide. Oui. Quand elle, en fait, il y a beaucoup de questionnements quand même. C'était une question tranchée pour apporter des réponses sur ce sujet-là. J'ai essayé de parler de tout, sans tabou. Et je vous dis, la preuve, c'est que le livre est pas très bien compris des grands médias qui sont frileux. Par contre, là où ça me rend très très heureuse, c'est qu'il y a un vrai bouche à oreille. Et je reçois toutes les semaines un message vraiment d'un lecteur, alors que maintenant le livre il commence à avoir un peu. Il est sorti en 2016. Voilà, il a 2 ans et je reçois encore au moins un message par semaine d'un lecteur. Donc il trouve petit à petit son chemin sans les grands médias, donc je trouve que c'est la meilleure des récompenses. C'est un livre qui devrait être donné à pas mal de professeurs et puis qui, comme le journal d'Anne Frank, on a tous lu le journal d'Anne Frank, on devrait lire ce roman pour tous les points, pour tous les faits historiques qu'il met en avant. C'était vraiment un véritable bonheur et puis ça nous donne envie d'aller vraiment creuser un peu plus en avant cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, surtout que là en fait on la lit à travers le regard d'un indigène algérien et on a des petits passages, c'est vraiment c'est fait de manière très fine où on parle du traitement des indigènes lors de la Seconde Guerre mondiale, de cette injustice. Enfin, voilà, on a plein de petits la notion de l'exil. Voilà, la notion de l'exil également, le fait de continuer à être en contact avec sa famille très loin là-bas, je dirais. Enfin, il y a pas mal. Et puis quand je dis par exemple qu'il va prendre le bateau et qu'il est relégué en 3e classe, oui. Quand il va habiter dans un meublé, enfin voilà, c'est à chaque fois c'est de manière, j'essaie de faire ça de manière subtile, mais de planter des. C'est un gros travail documentaire qui a été fait. Absolument. Et c'est vrai que quand on commence à le lire, on n'a plus envie de s'arrêter parce qu'il y a des livres, franchement, Nadia, sincèrement, des livres que j'ai dû lire pour mon travail, ça a été dur, franchement. C'était comme dirait une amie très proche, en diagonale. Et là pour le coup évidemment ça s'est lu mais pas en diagonale mais de bout en bout beaucoup. Et c'est magnifique. Je propose que avant la pub qu'on montre peut-être à ceux qui nous regardent la couverture du livre, donc voilà, comme ça vous pouvez vous la procurer, vraiment vous allez passer un très bon moment. Voilà, un très bon moment, une très belle couverture de livre, un livre qui fait 180 pages et qui se lit en un week-end. Moi je l'ai lu à mettre entre les mains de nos jeunes ados et puis mon fils va le lire qui a 15 ans. Très bien. Allez, pub, et dans un instant on va conclure avec notre première invitée Nadia Troubi, qui est, je le rappelle aussi, la rédactrice du Courrier de l'Atlas. Et on va en parler un petit peu quand même du Courrier de l'Atlas. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2 et aujourd'hui vraiment une vraie affiche aujourd'hui avec que des personnalités autour de cette table. Tout d'abord Hanan Zawani bien sûr avec nous et notre première invitée Nadia Troubi. Le livre donc que vous pouvez vous procurer s'appelle Nadia. Ce sont nos frères et leurs enfants sont nos enfants. Magnifique titre, franchement. Dis-moi, ce livre, il t'a pris beaucoup de temps de recherche, de travail, Alors, il m'a pris beaucoup de temps de recherche. En fait, j'avais eu l'idée il y a 10 ans. Ouais. Et puis bon, j'ai fait un enfant, un deuxième, un troisième. Elle s'arrête plus, Nadia. Je l'ai appelé la céréale Moser en fait. Voilà. C'est pas mal. J'en ai 4, comme ça la question elle est évacuée. Et du coup au bout du 3e, je me suis dit ce livre il faut vraiment que je le fasse. J'avais fait d'autres livres avant et il me tenait à cœur, donc j'ai fait beaucoup de recherches. Vraiment, je l'ai porté sur 10 ans, mais je l'ai rédigé en quasiment 1 mois et demi, enfin 1 mois quoi. Bon, un petit mot sur le Courrier de l'Atlas puisque tu es rédactrice en chef aussi du Courrier de l'Atlas. C'est un magazine qui existe depuis maintenant 12 ans. C'est ça. Ouais. Et qui s'adresse à un public franco-maghrébin.
Enfin, oui, beaucoup. Essentiellement franco-maghrébins, sauf qu'on a la surprise de découvrir qu'en fait, on est beaucoup lu par des Français, franco-français, on va dire. Ouais. D'ailleurs, beaucoup d'abonnés, franco-français. Et souvent, les gens qui m'écrivent sont des franco-français. Ouais. Donc voilà, donc il y a un attrait et les gens sont intéressés par les problématiques qu'on développe. Après, on essaye vraiment d'amener du débat, de la discussion. C'est quoi? C'est politique, c'est culturel, c'est les deux à la fois? C'est les deux à la fois. Le mois dernier, on avait fait une couve sur la Palestine qui a beaucoup intéressé les gens. On l'a appelé Résister autrement. On parlait de l'appropriation culturelle par Israël. Par exemple, de plus en plus, on peut lire que le houmous est israélien. Il y a plein de restaurants qui s'ouvrent à Paris qui proposent du houmous israélien. Donc déjà, on dit hummus. Et c'est palestinien et ça restera toujours palestinien. Voilà. Exact. En tout cas, le Courrier de l'Atlas, c'est aussi sur un site internet, c'est une page Facebook. Vous êtes au top de la communication pour le coup. Bien sûr, Facebook, donc le Courrier de l'Atlas et le magazine qui sort tous les mois. C'est un mensuel. Voilà, ce numéro-là, on a donné la parole à la secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa. Oui. Donc voilà, puis on a fait un gros dossier aussi sur le droit des femmes au Maghreb. On a fait une comparaison des droits des femmes en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Alors, je voudrais pas faire ma nationaliste de base, mais c'est quand même en Tunisie que c'est le mieux. Ah bon? Et que c'est le plus avancé, voilà. Dites, je te demanderai pas évidemment ta nationalité d'origine. Hein. Voilà, ne me demande pas. On a bien compris, évidemment. Bon. Il y a Tunis, voilà, c'est fait ça aussi. Voilà, c'est fait ça aussi. En tout cas, tu salueras toute la rédaction du Courrier de l'Atlas parce que en plus on est partenaire en France Maghreb 2, donc tout à fait. Voilà, c'est un peu la famille quoi. Aujourd'hui, Nadia. Donc le Courrier de l'Atlas, on sera amené à en reparler, peut-être à faire des choses ensemble parce qu'il y a vraiment des choses à faire. Et vous faites un magnifique travail. Bravo en tout cas à vous. Merci. Bravo Nadia pour ce livre. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Un très beau livre, un bon roman qui se lit vraiment bien. Anna me dit qu'elle l'a lu en un week-end. Moi je l'ai lu en une journée. Même pas une journée quoi. Alors, un petit peu le samedi soir et beaucoup le dimanche. Ah bah voilà. Samedi soir oui, apparemment t'as même fait un tweet d'ailleurs. Mais qui a cartonné hein. Ouais, je sais, j'ai Nadia, elle était attendue chez nous hein. Ouais, non, en tout cas n'hésitez pas parce que vraiment c'est un très très bon moment de lecture. Et voilà, je dois dire que celui-là était très simple à lire et si toutes les semaines on arrive à avoir un auteur avec un livre pareil, ça va être sympa. La semaine prochaine, voilà, on va essayer d'institutionnaliser les rendez-vous littéraires. Donc la semaine prochaine, on reçoit Youssef Zouini, donc pour son livre écrit avec Wadi Dada qui s'appelle 7080. Donc Youssef Zouini, c'est un Marocain français qui a été emprisonné 2 ans. Donc voilà, l'occasion pour nous de débattre également sur la radicalisation au sein des prisons. Très bien, un sujet en plus qui est d'actualité. Un sujet hyper d'actualité. Oui. Absolument. Merci beaucoup Nadia. Merci d'être venue sur France Maghreb 2. Merci Nadia, c'était un plaisir. À très très vite et tu reviens quand tu veux. Maintenant tu sais où on est. Voilà. Hein, tu frappes et hop tu rentres. Voilà. C'est que ça marche en tout cas. Merci beaucoup Nadia. Et on va accueillir notre deuxième invité. Il est un tout petit peu plus grand que Nadia, un petit peu plus épais que Nadia, on va dire. Il s'impose. Après chacun ses goûts, hein, évidemment. Si tu demandes mon œil avisé, je te dirais que oui, évidemment. Il est moins beau que toi, Nadia, forcément. Mais après les questions, par exemple, tu pourrais poser la question à Anna, elle aurait peut-être une autre vision. Je ne sais pas. Bref, quoi qu'il en soit. On va changer de sujet, on va parler un peu politique et politique de la ville même avec notre ami Adama Traoré qui est déjà venu ici d'ailleurs. Salut Adama. Vas-y Adama, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Comment ça va? T'as l'habitude des micros pourtant? Désolé. C'est celui-là, je crois. Désolé. Voilà, tranquille. Bonjour Adama. Comment vas-tu mon frère? Adama Traoré. Donc tu t'es fait remarquer toi Adama en lançant c'est pas un mouvement, c'est quoi, c'est cette c'est un mouvement. Un mouvement. La révolution est en marche. Oui, effectivement, en fait, quand on a lancé un mouvement qui s'appelle La Révolution est en marche, il y a exactement plus d'un an, exactement le 15 janvier. C'est parti d'où, de quoi? En gros, vu qu'on est en famille, on va dire la réelle histoire. Ouais, oui, il faut le dire. Faut dire la vérité ici. La réelle histoire, c'est que j'ai grandi au 3000 à Aulnay-sous-Bois. Ouais. Dans un contexte socio-économique très difficile. Ouais. Où dans l'époque de mes grands frères, on n'avait aucune approche politique, aucune conscience politique, aucune volonté politique, car par rapport au système parallèle qu'on pouvait créer dans nos quartiers,
Donc on n'avait pas besoin de la politique pour vivre, pour manger et pour même avoir une maison. Ça faisait en sorte que quand même on restait intègre. On n'avait pas besoin de vivre du clientélisme. Mais à côté de ça, on était des marginaux. On était à côté de la plaque, faut dire ce qui est. La preuve, le taux d'abstention qu'il y a dans nos quartiers. Et je savais pas qui j'étais réellement. Ok, je suis français, d'origine malienne, de confession musulmane. Mais on vit tellement dans un contexte socio-économique difficile qu'on finit délinquant. Et c'est une réalité. Et ça n'a rien à voir avec l'éducation de nos parents. Donc c'est le quartier qui s'y prête, c'est quoi? C'est plus le monde qu'on nous fait croire qu'il faut réussir financièrement. Nos parents, ils ont toujours respecté les lois de la République. Et nous, on a fait tout le contraire. C'est une réalité. Car la République nous a jamais respecté. Donc comment respecter des personnes qui nous ne respectent pas, tout simplement. Donc de là, j'ai réfléchi. J'ai essayé de savoir qui je suis. Je suis parti faire mon pèlerinage. Quand je suis parti faire mon pèlerinage, ça m'a ouvert les yeux sur la confession musulmane. Ça m'a fait montrer qu'elle est juste multicolore. Elle est multi-ethnique. Et multinationalité surtout. Lorsque je suis revenu en France, je savais qui j'étais. Mais pour être sûr qui je suis reparti au Mali, tout seul, pendant 3 semaines, afin de retrouver aussi mes couleurs d'origine. Vu que quand je suis allé 8 fois au Mali, et ça m'a stabilisé. De là, on a créé la Mourabaha. J'ai été invité ici dans une émission d'un de tes confrères. On a créé le Crédit Islamique pour essayer de voir si on pouvait créer une banque, déjà. On a réussi, en 8 mois, on a aidé 45 personnes à créer un véhicule par la Mourabaha. Et au final, on a su qu'on pouvait créer une banque en France, financièrement. On a fait ça pendant 2 ans. Et ensuite, qu'est-ce qui a accéléré le mouvement La Révolution est en marche? C'est Éric Zemmour. s'est permis de dire à la télévision, pour ça le 15 janvier exactement, un an jour pour jour, parce que j'avais fait une vidéo par rapport à ça, il a osé dire qu'un musulman n'est pas compatible avec la République française. Et là je suis venu dingue. J'étais chez moi, pavillon, taxe foncière, taxe d'habitation, 3 enfants, j'ai pété les plombs. Ouais. Je suis allé sur internet, je suis allé sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube ou quoi que ce soit. J'ai vu qu'il était invité sur tous les plateaux télé et radio afin de véhiculer sa haine contre les personnes de confession musulmane. Oui. Pas musulmans, de confession musulmane. Et là, j'ai dit, il y a un problème. Donc j'ai réfléchi, j'ai dit, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en France, ils nous stigmatisent, ils nous pointent du doigt, les Français de confession musulmane. Et si on grossit la chose, les quartiers dits populaires. Car on n'a aucun poids politique. Car on n'est pas à toutes les échelles sociales. On est soit ouvrier, on est, voilà, on va dire les travailleurs de bas étage. Mais on n'est pas procureur, on n'est pas physicien, on n'est pas ministre, on n'est pas député, on n'est pas maire, on n'est pas... C'est incroyable. On est nulle part. Pourquoi? Car à un moment donné, toutes les personnes, on va dire nos semblables, lorsqu'ils montent, ils deviennent plus blancs que le blanc. C'est une réalité. Au lieu de garder leur origine, leur confession, qu'ils gardent dans le cœur, qui se représentent en tant que citoyens français à part entière lorsqu'ils ont des postes à responsabilité, mais sans oublier d'où ils viennent, la République fait en sorte qu'ils sont obligés d'oublier d'où ils viennent. Au point que lorsque tu vas leur dire salam alaikum devant des gens, ils vont dire oh, si c'est bonjour. T'as compris quoi? Alors que salam alaikum, ça veut dire juste bonjour. Et salam, ça veut dire la paix avant toute chose. Tu étais un employé de la ville d'Aulnay. Oui. Tu travaillais à la mairie d'Aulnay depuis pas mal d'années d'ailleurs. Exactement, depuis mars 2008 exactement. Je dis tu étais parce que effectivement il s'est passé quelque chose. Alors donc ce mouvement que tu as lancé, la Révolution est en marche. Est-ce que d'ailleurs tu as été inspiré par le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron ou pas du tout? Franchement, je savais même pas ça existait. Dans le sens, c'est eux qui ont copié sur nous, parce que nous c'est LREEM. On l'a créé en janvier, exactement le 15 janvier. Et eux ils l'ont créé dès qu'il a gagné ses élections. Ouais. LREM. Donc c'est lui qui a copié sur nous. Je pense qu'on va lui demander les droits. Droits d'auteur. Donc l'objectif de ce mouvement, c'était alors si j'ai bien compris, évidemment, de suivre des affaires qui sont peu médiatisées et au travers donc de ce mouvement, de ta page Facebook qui marche bien d'ailleurs, qui est bien suivie aujourd'hui, de suivre des affaires. Je pense par exemple à l'affaire Yacine que tu as suivi avec ses sittings devant le tribunal de Bobigny, avec ses sittings devant BFM TV et tu faisais des vidéos. D'ailleurs, il y a eu quelques moments un peu compliqués avec des descentes de police, etc. Et donc tu étais là et tu montrais un petit peu la réalité. C'est ça l'objectif de la Révolution est en marche, c'est de suivre des affaires pas forcément connues. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce sont des affaires que nous aussi on a suivies, à l'image aussi de l'affaire Al Discount, où d'ailleurs tu as fait cette vidéo et quand tu reviens avec ces bonnes nouvelles dans le magasin Al Discount du côté de Villepinte, il y a tous les employés qui sont en larmes, quoi, qui sont en pleurs parce que ça y est, ils ont réussi le combat et que leur magasin est sauvé. C'est ça l'objectif de la Révolution est en marche? Ah non, loin de tout ça. Parce que nous, on n'est pas des journalistes, on n'a pas les diplômes, on n'a pas la formation, et surtout, on n'a pas la conscience
d'un journaliste. On a une journaliste en face de nous, après le dire, c'est très difficile. Nous, le but du jeu, la révolution est en marche, c'est décrit en 3 grands axes. Bon, tu sais, quand tu vois certains journalistes, c'est pas dur d'être journaliste aujourd'hui, hein. Je te rassure. Non, mais je parle pas de toi, Nadia. Évidemment. Je parle pas de toi. Vous voulez rebondir sur ce qu'il a dit, est-ce que j'ai le droit ou pas? Bien sûr, Nadia. Tu restes ici, évidemment. Ma chère Nadia. Nadia Troubi, qui était avec nous il y a quelques minutes. En gros, la finalité du mouvement La Révolution est en marche, c'est le savoir vivre ensemble et le faire ensemble. C'est-à-dire que je peux vivre avec des personnes avec qui on a les mêmes affinités, mais faire avec des personnes avec qui j'ai pas les mêmes affinités. Exemple, la police. Voilà. Ensuite, c'est gommer les inégalités sociales. Ça, c'est l'objectif. Il faut gommer les inégalités sociales, car c'est ça le vrai problème en France. Ensuite, le but, c'est le réveil social. Pas le réveil citoyen, parce que si je dis citoyen, je parle que des Français. C'est-à-dire, je parle des Français et des étrangers en situation régulière, voire irrégulière. Car faut jamais oublier que la France reste un pays d'accueil. Tout simplement. Ça veut dire Mais c'est quoi ton rapport avec la police, histoire qu'on comprenne bien? C'est quoi? C'est aujourd'hui, t'es en train de dire aux jeunes respecter la police? Non, je suis en train de dire aux jeunes qu'il faut pas stigmatiser l'ensemble de l'institution policière, comme on demande aux gens de pas stigmatiser l'ensemble des Français de confession musulmane. Il faut même faire la différence entre des policiers qui respectent la déontologie de l'institution policière, qui ont passé une formation de 8 mois, qui aiment leur métier, qui font leur métier correctement. Est-ce que tu peux comprendre que c'est difficile quand même pour certains jeunes qui se font contrôler du soir au matin, pour certains jeunes qui ont dû goûter à la garde à vue, avec parfois de la violence, avec des insultes. C'est difficile ça. Ouais, mais à côté de ça aussi, on a le discours de dire qu'il y a des policiers racistes, délinquants ou haineux, et eux, sans une once de pitié, il faut les nettoyer au Karcher. Tout simplement. La racaille au col bleu, il faut la nettoyer au Karcher, car la définition de la racaille, c'est un groupe de personnes qu'on craint et qui nous oppressent. C'est la définition de racaille. Racaille, à la base, c'est pas un gros mot. Et à un moment donné, lorsqu'on a des policiers qui tournent en véhicule, à 4 dans un véhicule, et qu'on craint et qui nous méprisent, désolé de le dire, c'est juste de la racaille. Ils ont rien à faire à porter l'uniforme bleu, ils ont rien à faire à représenter le triptyque républicain, ils ont rien à faire à parler au nom de la police, ils ont rien à faire avec un uniforme bleu. À partir du moment où la population n'a pas réalisé que la République à l'échelle municipale ne nous protège plus, on ne pourra rien y faire. Bon, avant qu'Anan s'occupe de toi, et je pense qu'elle va le faire avec talent. Attends aussi, Christophe, c'est pour dire qu'après, faut pas oublier, j'ai grandi au 3000. À 17 ans, j'ai fait être tué par la police. Encore, et même pas exactement le 20 mai 2017, je me suis fait tirer à 3 reprises dessus. Mais à un moment donné, voilà, c'est comme ça. C'est que j'ai 3 filles. Je vais pas faire croire à mes enfants que tous les policiers, c'est-à-dire ils sont exactement 120 000, en comptant les gendarmes, ils sont 240 000, qui sont tous des violeurs, tous des racistes, tous des délinquants. Non. À un moment donné, il faut arrêter d'avoir un discours dangereux. Évidemment, mais j'appuyais sur le fait que il est compliqué quand même d'aller voir certains jeunes qui sont eux victimes de la part justement de minorités issues de la police à faire leur métier. D'ailleurs, comme dans tous les métiers, hein, il y a des brebis galeuses, il y a des gens qui font bien leur métier, puis d'autres moins bien. Et on parle toujours de ce qui va pas, hein, forcément, de ce qu'on met en avant. Mais là, en réalité, Christophe, ce qui se passe, parce que je suis un petit peu Adama sur sa page, donc à travers les évaluations qui sont données, là, les étoiles, etc. Les commentaires, on lui reproche pas de protéger la police, on lui reproche surtout un discours anti-police, alors que j'ai quand même pris le temps d'écouter pas mal de tes lives, alors on n'était pas du tout dans ce discours-là. Aujourd'hui, Adama, peut-être qu'il est décrié, heureusement pas par les journalistes qui aujourd'hui sont vraiment très propres avec toi, ils ont très bien compris. C'est Alliance Police Nationale. Adama, excusez-moi, c'est le fouteur de merde entre guillemets, c'est comme ça que tu es décrit, qui pousse et qui attise à la haine et qui est en train de renverser les banlieues françaises en essayant de mettre en place pas une révolution positive comme tu le dis, une révolution pacifiste, mais plutôt qui est en train de monter les populations les unes contre les autres. Alors toi justement, qu'est-ce que tu leur dis à tous ces détracteurs? On t'a vu Adama, ça c'est important aussi d'en parler aujourd'hui, puis c'est notamment pour ça que je t'ai invité à te faire connaître auprès de nos auditeurs. Tu as participé au conseil municipal, c'était mercredi dernier. Est-ce que tu peux parler d'une participation ou d'un gros foutage de bordel? Voilà, d'un hold-up au conseil municipal, donc une vidéo qui a été vue plus de 200 000 fois, alors je sais pas combien de fois elle a été partagée, où justement t'as aussi des personnes qui sont près de toi, qui te demandent de faire attention, et que en gros on risque de te retrouver au placard très bientôt. Déjà, je vais répondre par rapport à la police. Après, je vais répondre par rapport à ça. C'est que ça fait exactement 6 semaines. Là, on va être à la 7e semaine. On se mobilise devant les sièges de Alliance Police Nationale, qui reste le syndicat majoritaire. On en veut
concrètement à Frédéric Lagache et à Monsieur Delage, qui sont le numéro 1 et le numéro 2, les deux policiers les plus puissants en France, et eux ont appelé au ministère de l'Intérieur de porter plainte contre moi. Eux-mêmes ont porté plainte contre moi, j'ai porté plainte contre eux. Moi, j'ai été convoqué à la police nationale, et eux ne m'ont jamais convoqué par rapport à ma plainte. C'est incroyable. C'est qu'aujourd'hui, en France, et je voulais vraiment citer sur ça, c'est si qu'on pense qu'aujourd'hui, il y a une république qui nous protège à l'échelle municipale, on est mort. Tout simplement maintenant par rapport au fait que... Qu'est-ce qu'ils vous reprochent? Qu'à l'Alliance Police Nationale. Ouais. Ils nous reprochent le fait que nous, on a dit le 6 février 2017 que Frédéric Lagache sur France Info a tenu des propos juste honteux pour une personne qui représente la police. C'est-à-dire, il a fustigé l'ensemble de la population dite des quartiers populaires, il a fustigé la ville d'Aulnay-sous-Bois et surtout il a sali l'image de Théo, en l'assimilant à un vendeur de drogue. Alors que Théo n'a jamais fait ne serait-ce une vérification. Nous, on a dit comme quoi, c'est pas normal qu'à l'Alliance Police Nationale, le 18 février 2017, on fait un contre-track par rapport à un appel de la CFDT Alternative Police Nationale de manifester avec SOS Racisme, en disant carrément, choisissez votre syndicat de police. C'est incroyable qu'aujourd'hui, comment ça se fait qu'un syndicat de police a autant de pouvoir en France, c'est-à-dire ils ont le pouvoir sur la mutation ou sur l'élévation professionnelle, alors que ça reste un syndicat qui est là à la base pour protéger l'intérêt des salariés. Ça s'arrête là, basta. Aujourd'hui, ils font de la politique. Aujourd'hui, ils ont un réel poids politique. Ils font des grands repas avec des grands chefs d'entreprise, des anciens ministres, des anciens présidents. Et ce n'est pas normal en France qu'un syndicat de police fasse de la politique. Et tant que ça, on l'éradique pas. Tant que ça, on change pas les choses par une réelle pression populaire, en France, on va toujours avoir une division entre la population et la police. Et pour revenir à ce que disait Hanen par rapport au conseil municipal, on a remonté des informations, des problématiques demandées de la population. On les a remontées avec pédagogie. L'histoire du Galion. Avec l'histoire du Galion, les violences policières, l'histoire du marché, de la piscine, d'un quartier qu'ils veulent créer. On précise peut-être que le Galion, en fait, c'est un quartier d'Aulnay qui veulent complètement détruire, en fait. Non, voilà, mais c'est encore pire. C'est même pas ça. Ils ont par rapport au Galion. Ils ont décidé de le détruire sans concertation et sans que ça profite à la population. Ils ont reçu exactement 320 millions d'euros de l'ANRU. Ils ont réinjecté 17 millions d'euros de l'ANRU pour ne serait-ce que détruire le Galion. Mais l'ANRU demande dans son cahier des charges, demande ces deux choses-là. Que ça profite à la population et que la population soit consultée. Mais le pire à côté de tout ça, c'est que cet argent-là crée de la discrimination raciale. C'est-à-dire que Imo Mousquetaire, Intermarché, dans la nouvelle place commerçante, a dit clairement il ne veut pas de magasin dit communautaire. Il y a un commerçant qui a été sous le Galion depuis exactement depuis 2000, qui vendait des foulards, clientèle, ça se passe très bien. Ils lui ont interdit de se mettre dans la nouvelle place du marché, dans la nouvelle place commerçante. C'est incroyable. C'est-à-dire comment aujourd'hui on peut tolérer ce genre de pratique. Mais le pire, c'est qu'ils ont envoyé une lettre. Ils ont dit que votre marchandisage ne correspond pas à la nouvelle place commerciale et qu'il y a un accord qui a été établi avec la municipalité. C'est incroyable. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vraiment parler de la communauté musulmane, car le communautarisme est dangereux, mais le communautaire est bénéfique. Pour preuve, il y a la communauté des footballeurs, communauté des danseurs, communauté des femmes, communauté des hommes. À base, une communauté n'est pas dangereux. C'est qu'aujourd'hui, en France, on a un réel problème de communauté par rapport à la confession musulmane. On n'est pas solidaire, on n'est pas instruit, on n'est pas éduqué, on ne sait pas faire valoir nos droits. On est instruit quand même, on est éduqué. Là, tu vas un peu loin, Adama. Non, après, là, je généralise. Après, éduquer en termes d'éducation populaire sur les questions politiques, là, je suis d'accord avec toi. Je veux dire un truc tout simple. Pourquoi on est instruit. Je veux dire, vous voyez pourquoi on n'est pas instruit. Dans notre confession, on dit comme quoi la saleté ramène le shaitan. Oui. Tu vas dans nos quartiers, on a des endroits hyper dégueulasses où nous, on traîne à côté de ce oui, mais ça c'est partout, et puis c'est pas propre à la communauté musulmane. C'est quand même dommage de venir dire ça. Déjà, c'est assez stigmatisé. Donc en gros, t'es en train de dire qu'on est des gros dégueulasses. Non, c'est pas possible. Non, attention, c'est pas qu'on dit ça. Là, je généralise. Dans les quartiers, comme on a de la chance, au 3000, on est 20 000 habitants. Heureusement, quand même, nos parents, nos grands-parents, notre jeunesse. Attends, je finis. Nos parents, notre jeunesse et tout, etc. font les choses pour avancer et tout, etc. Maintenant, je parlais de moi, mon cas. Moi, Adama Traoré. J'ai grandi au 3000. Oui. J'ai grandi au 3000. Tu connais mieux que moi, ça c'est sûr. Et j'ai fait de la délinquance comme jamais, je crois, un jeune de mon âge a fait de la délinquance. Qui est contradictoire par rapport aux règles islamiques, par rapport à l'islam, par rapport à ma confession. Maintenant, je me suis reproché, ça c'est une chose. Mais si maintenant on aurait été réellement instruit par rapport à la confession musulmane, il y a des choses qu'on n'aurait même pas osé faire.
Et ça, c'est une réalité. Donc au démarrage, voilà, tu parles... Voilà, maintenant, je vais dire un truc tout simple aussi. Dans notre religion, exemple, on dit que le voisin est très important. Oui. Le voisin est tellement important qu'à un moment donné, on pouvait même croire qu'on peut lui donner notre héritage. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a des voisins qui sont expulsés, on se pose même pas la question. Ouais. Non mais c'est vrai. Voilà, Bon. c'est ça. Alors peut-être qu'effectivement Voilà, t'as un discours un peu radical. Voilà, non, Ouais. mais attention, ensuite j'ai généralisé, alors que j'aime pas les généralisations. Ouais. Mais là, en gros, c'était pour faire aussi mettre un petit coup de pied sur la fourmière, dire à un moment donné, la communauté musulmane. Tu fais un constat amer à la Kerry James quoi. Voilà, un constat amer, dire qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à tous à se poser autour d'une table. On a toutes les histoires de couleurs et tout, etc., ou d'origine. On se pose intelligemment, créer une vraie communauté musulmane, puissante en France, avoir des vrais imams qui connaissent les réalités dans nos quartiers, qui parlent au nom de l'islam et arrêter de faire tout simplement du business avec notre religion. Car aujourd'hui, clairement, dans nos quartiers, il y a des mosquées qui font de la politique. Mais là où tout à Oui. Et voilà, et ça, à un moment donné, Attends, Nadia, on discute, hein. Nadia, oui, non, mais c'est est-ce que tu nous laisses le temps juste de la pub, hein, comme ça D'accord. Nadia a écouté pendant une vingtaine de minutes Adama Traoré et elle a des choses à faire valoir, je crois. Nadia a sorti son œil de journaliste pour le coup, pour laisser de côté son œil d'auteur. C'est superbe livre. Donc Nadia, attention, Adama t'es mal, hein. Je te le dis tout de suite. Là, j'avoue, elle est déterre. Voilà, elle est déterre, absolument. Le LGF dans un instant avec Nadia Atroubi qui était restée avec nous et Adama Traoré et notre troisième invité aussi qui est déjà arrivé. On vous le présente dans un instant. Donc aujourd'hui c'est très riche et ça je le dois à Madame Zawani. À tout de Donc suite. c'est Gabi. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct avec du monde aujourd'hui dans nos studios. Hanan Zawani bien entendu qui est avec nous aujourd'hui, accompagné de Adama Traoré qui est notre invité. Adama Traoré qui s'est fait connaître via donc ce mouvement La Révolution est en marche. Et on a parlé un petit peu avec lui, il s'offusque de beaucoup de choses. Et Nadia Atroubi, qui était notre précédente invitée pour nous présenter son ouvrage, s'est réhabillée avec son œil de journaliste et a été peut-être choquée Non, par certains propos tenus par Adama. Et du coup, elle a tenu à lui faire savoir. Donc Nadia, nous t'écoutons. Interpelle notre ami Adama Traoré. Je suis restée squattée, désolée. Non, mais Ça, t'es la bienvenue. c'est la famille, Nadia, t'inquiète. Oui, je dis, c'est un vieux réflexe des 3000 de rester squatté. Désolée. Non, je suis pas d'accord quand tu as dit une chose. Il y a plein de choses sur lesquelles j'étais d'accord, donc t'inquiète pas. Mais je suis pas d'accord quand tu dis que les musulmans, quand ils grimpent entre guillemets et qu'ils deviennent plus blancs que blancs ou qu'ils oublient leurs origines et tout, parce qu'il y a aujourd'hui il y a de plus en plus d'élus de confession musulmane et de jeunes élus qui se battent. Et je pensais aussi. Tout à l'heure, tu disais il n'y a pas d'intellectuel en gros franco-musulman. Enfin, j'aime pas le mélange. C'est où t'es français de confession musulmane. Tu vois, je pense à cette fille qui s'appelle Fatou et qui est astrophysicienne et qui est voilée. Tu vois, donc en fait, si nous-mêmes on est dans ces préjugés-là de dire il n'y a pas de femmes voilées qui arrivent, il n'y a pas de jeunes issus de l'immigration, il n'y a pas des jeunes des quartiers populaires qui se bougent et qui arrivent. Si nous-mêmes on véhicule ce message, c'est pas bon. Au contraire, moi je trouve que on devrait mettre en avant et porter ce message positif de dire il y a de plus en plus de gens qui font des choses et mettons-les en avant. Et moi sur mes réseaux sociaux par exemple, j'essaie toujours de mettre en avant ce qui rassemble les gens plutôt que ce qui divise. Alors bien sûr, c'est important de parler des choses négatives. Et quelque part, c'est comme si tu étais un peu dans le rôle de journaliste aussi quand on dit Albert Londres, il dit qu'il faut porter la plume dans la plaie et mettre ce qui ne va pas en avant, c'est ce que tu fais aussi, mais il faut contrebalancer, peut-être que il faut aussi que nuancer, parce que parfois peut-être que ton discours, qui peut être très juste, ne va pas être écouté, parce que on va se dire il est trop vindicatif et il est trop dans tout est noir ou tout est blanc, et que malheureusement il faut mettre de la nuance. Voilà. Des passionnés peut-être. Adama. C'était doux, hein. Oh, oui. C'était même mignon. Déjà pour commencer, j'ai pas dit il n'y a pas d'intellectuel de confession musulmane. J'ai dit qu'on n'est pas instruit dans nos quartiers. Dans le sens, tu parles des quartiers, hein. Voilà, des quartiers. Ouais, mais c'est difficile non, de dire ça. Attention. Adama. Attention, quand je dis des quartiers, je parle de mon quartier. Je parle de ma ville. Je parle de ma réalité. Mais à Aulnay, je suis voilà. sûr qu'on peut trouver Non, attention. Je parle de ma réalité. Maintenant, quand j'ai instruit, je parle par rapport au comportement. Et je parlais par rapport à la confession musulmane. Je parlais pas par rapport à la citoyenneté. Je parlais pas par rapport à la République. Je parlais pas par rapport à ce qu'on doit voir, ce qui se passe dans notre environnement. Déjà pour commencer.
Deuxième chose. Oui, mais là, tu mets comportement et confession musulmane. Donc, tu sous-entends, en fait, que les gens de confession musulmane, parce qu'ils sont musulmans, sont pas éduqués, voire sont mal j'ai pas dit ça. élevés, ont des comportements... J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Voilà. Attention, non. Tu as deux filles sur toi, mon vieux, t'es mal. Attention. Parce que là, quand même... Attention, parce qu'il y a des auditeurs, je vais bien réexpliquer ce que j'ai raconté. J'ai dit, si, en tant que Français de confession musulmane, on était vraiment pointé sur l'éducation par rapport à savoir que chaque musulman est porteur de l'islam et ambassadeur de l'islam, il y a des comportements qu'on n'aurait jamais commis. Tout simplement. J'ai dit que les musulmans, les Français de confession musulmane, si on savait l'islam, comment elle régit notre vie, on aurait été juste meilleur. Non, j'ai dit quoi? J'ai dit on n'est pas instruit. C'était plus blanc que blanc. Mais t'as dit encore plus blanc que blanc. On est exactement dans 15 villes. J'ai visité plus de 40 villes. Encore ce week-end, je reviens de Vienne. Je me suis réveillé à 15h. C'est ça qu'on est licencié, on a cette chance-là. Voilà, je reviens de Vienne. C'est-à-dire que Vienne à côté de Marseille, C'est que à Aulnay-sous-Bois, exemple, j'ai fait une vidéo devant la préfecture de Bobigny. Il y a plus de 2000 commentaires racistes. 2000 commentaires racistes. Il n'y a aucun élu m'a contacté, aucun élu a pris position, aucun élu a essayé de non, élu tout court. Parce qu'un élu de ma ville, un élu de ta ville, reste un élu de la République. Voilà, mais peu importe. C'est-à-dire un élu reste un élu. Un élu a le devoir. Moi, je suis pleine de compassion pour tous les commentaires racistes que tu as eu. Voilà, n'importe quel élu, normalement, lorsqu'il voit un enfant de la République qui se fait pointer du doigt comme ça par des personnes tout simplement racistes, a le devoir de se positionner. Attends, déjà pour finir. Ensuite, là, je réexplique bien pour les auditeurs. À aucun moment, j'ai eu une stigmatisation pointée du doigt les Français de confession musulmane dans les quartiers. Parce que les Français de confession musulmane sont dans les quartiers, sont dans les grands ensembles et sont dans les zones rurales. J'étais en zone rurale, il y avait beaucoup de Français de confession musulmane. Et ils avaient toute couleur et toute origine. Donc voilà. Maintenant, pour finir. Maintenant, pour finir. C'est que moi, mon message que je porte, exemple, la vidéo qui a fait grand bruit, parce que nous, quand on discute, on parle que d'amour. On parle juste de respect. Alors, Adama, tu m'as dit je finis. Est-ce que Adama, quand tu es en plein conseil municipal et tu m'as demandé de t'attaquer, donc je vais te faire, et que tu perds ton sang-froid et que du coup il y a une insulte qui sort, est-ce que tu as un comportement exemplaire? C'est que, comme chez nous on dit, il y a la sincérité dans les actes et les actes ne valent que par leur intention. La sincérité dont là, je me lâche aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est que tu as 4 étapes dans la sincérité quand il y a un acte. D'abord, tu réfléchis. Oui. Ensuite, tu trouves les outils. Ensuite, tu as l'intention de le faire. Là, l'acte, il est compté. Ensuite, tu fais l'acte. C'est-à-dire que ça, l'acte que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai dit exactement petit clochard de merde, j'aurais pas dû le dire. Ouais. C'est une réalité. Et quand tu regardes la vidéo, juste après, je m'excuse. Oui. Auprès des gens qui sont derrière moi et qui sont même en face de moi. Et même auprès de lui. Voilà. Car j'ai donné de l'importance de le rabaisser. Voilà, car j'avais pas à tenir ce genre de propos. Mais ensuite, il faut savoir pourquoi j'ai tenu ce genre de propos. Alors justement, on va peut-être recontextualiser. Attends, juste finis quoi pour les auditeurs. Ouais, mais justement, pour que les auditeurs comprennent de quoi tu parles. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était à Aulnay, dans un conseil municipal, où tu es venu, donc tu t'es invité, j'ai envie de dire, pour te faire entendre, pour faire entendre aussi la voix des sans-voix, j'ai envie de dire. Et ça s'est un peu mal passé. Enfin, voilà, ça fait beaucoup de bruit, ça a parlé fort, et donc il y a effectivement cette insulte qui est partie de ta bouche. Une insulte ça s'est même passé. Voilà, ça s'est même très bien passé. Voilà, et dans le sens, c'est que cette personne-là, exactement, c'était en plus le jour de l'Aïd, exactement le 18 juin 2017. Je rentrais, j'allais voir ma famille pour passer les fêtes de l'Aïd, et je croise un jeune homme de mon quartier qui est pour la partie de la majorité de la ville d'Aulnay-sous-Bois, avec le cofondateur du mouvement à la Révolution est en marche qui se nomme Omar Ndiaye, avec 2 jeunes de mon quartier. Je sors du véhicule, je m'approche vers les jeunes et j'essaie de dire à Walid, ça sert à rien de se mettre devant un bureau de vote pour rabattre les gens pour voter pour. C'est interdit en plus. Voilà, c'est pas normal. Et eux, ils ont réussi à dire, ils ont cet élu-là, comme quoi j'ai tenu des propos juste honteuses. Voilà, et tout, sur le maire et sur un député en activité. Et il a osé me dire yeux dans les yeux, devant toute la population ce jour de conseil municipal, exactement le 7 mars, comme quoi j'ai dit ça. Alors que toi, c'est la première fois que tu le voyais. Voilà, et c'est la première fois que je le voyais, en plus, il me regarde droit dans les yeux. Je reste un humain. Et à un moment donné, oui, comme tu as dit, 3000, voilà, voilà,
Je suis un humain. C'est-à-dire quand j'ai une personne qui me regarde droit dans les yeux, qui me ment, et qui en plus qui me tourne le dos, c'est sorti tout seul. Tout simplement. Attends, c'était juste pour bien comprendre. En fait, ils étaient en train de faire du rabattage le jour des élections, c'est ça? Ensuite, après ça, c'est voilà, c'est interdit, mais après, à savoir, à savoir, je reparle maintenant des élus de confession musulmane et qui ne donnent pas l'exemple, on est juste des victimes du système. Lorsque tu as des élus, pour avoir des voix, ils viennent dans nos quartiers, ils nous vendent la pluie et le beau temps, ils nous font des fausses promesses. Et lorsque le jeune, il sait que lorsqu'il va rabattre des gens, il peut avoir un local associatif, une formation, voilà, et tout. C'est pratiqué par beaucoup. Voilà. Et il est là le problème. C'est pour ça que je déteste certains élus qui sont non semblables, parce qu'ils ne donnent pas l'exemple. Exemple, maintenant tu me parles, t'es élu. Pourquoi on n'est que élu? Pourquoi on n'est pas maire? Pourquoi on n'est pas député? Ensuite, à Asdin Taibi, par exemple. Voilà. Ensuite, à Mohamed, le maire de l'île Saint-Denis, par exemple. Mais ensuite, on va pas pointer du doigt les exceptions. Voilà, moi, généralise. Oui, mais après, il faut avoir la possibilité, le temps. Moi, par exemple, ça m'intéresse pas d'être maire. Mais député, pourquoi pas? Aujourd'hui, Nadia, il y a ça rapporte mieux. Aujourd'hui, Nadia et chers auditeurs, il y a quand même une réalité, c'est que dans les quartiers populaires, on a très peu accès à la politique justement par manque d'éducation. Et là je te rejoins quand tu dis que nous on manque d'éducation politique, et que même quand on est d'instruction peut-être d'instruction ou éducation politique, voilà, peu importe, et même quand on est élu, on est mis à des soit au service des sports et de la jeunesse, de la culture, voilà, de la culture aussi. On est très peu mis sur des postes de gestion de politique de la ville ou la autre. La première adjointe aux finances chez nous, elle s'appelle Malika Yebri. Voilà, je voudrais juste dire ça. Mais c'est bien qu'il y ait des exceptions. À Saint-Ouen aussi. C'est à bien. Saint-Ouen, c'est Waïba. C'est bien qu'il y ait des exceptions. C'est bien qu'il y ait des exceptions, Nadia. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on n'a pas accès aux postes politiques de haute responsabilité, et que oui, on a d'autres exceptions comme la jette, etc. Et encore pour rebondir sur ce que tu dis, aujourd'hui, je vais parler franco, les élus, ils ont un privilège, mais ils n'ont pas les responsabilités. Les élus. C'est quoi le privilège? Non, moi je veux dire ce qu'est les privilèges, je veux dire ce qu'est les responsabilités. Les privilèges, c'est un titre. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont marcher, je suis un élu. Non, mais moi je parle pas de toi, je te parle en général. C'est-à-dire les élus, lorsque ils sont sacrément corrompus dans ta ville, dis donc. Ah non, c'est dans toutes les villes. Non, mais c'est. Ah non, attention, je vais t'expliquer la vérité pourquoi. Si les élus ont fait leur boulot, Christophe, si les élus ont fait leur boulot, on n'aura pas visité plus de 40 villes. Si les élus auraient fait leur boulot, on n'aurait pas eu des contextes difficiles dans nos bailleurs sociaux. On n'aurait pas vécu des répressions institutionnelles comme la police et la justice. On n'aurait pas eu la politique clientélisme. On n'aurait pas eu la non-valorisation de la loi du 11 février 2005 que tu dois connaître parfaitement vu que tu es en situation de handicap. On n'aurait pas eu la loi du 11 février 2005 exactement. Je vais expliquer, c'est Jacques Chirac, lorsqu'il a été élu en 2002, il a mis une grosse loi pour les personnes en situation de handicap. Et exemple, nous, tous les samedis, on donne des cours de langue des signes gratuits pour les sourds et malentendants. Et là, exactement, le 29 mars, on va faire une grosse mobilisation au CSA pour les sourds et malentendants. C'est-à-dire les entendants et les sourds et malentendants. Aussi, par rapport aux sans-papiers. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont tous les documents administratifs afin d'avoir leur papier, ils ne sont pas régularisés. Aujourd'hui, comment ça se fait qu'en termes de santé, il n'y a aucune réelle prévention qui se met en place dans nos quartiers, dans nos villes et dans nos grands ensembles. Et surtout l'éducation. On a eu l'éducation parentale. Pourquoi on est presque tous de confession musulmane ou athée ou juif ou ce que tu veux. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu d'éducation politique. On n'a pas eu d'éducation politique. C'est-à-dire, on nous a dit que le donnant-donnant. On n'a pas eu d'éducation alimentaire. La preuve, attends, juste finis. Attends, je finis. Voilà, éducation alimentaire et politique alimentaire et populaire. La preuve qu'on n'est pas l'histoire de la France. On ne sait même pas à quel moment la France est rentrée dans notre histoire. Voilà. Maintenant, pourquoi on a mis le mouvement La Révolution est en marche? La Révolution est en marche, c'est tout ça. C'est dire, pourquoi on attend après eux? Pourquoi ça ne vient pas de la population? Pourquoi pas entre nous, on se discute, on apprend à se connaître, on apprend à connaître nos différences, et que lorsque il y a un élu qui est en place, il a le devoir d'être à l'écoute de la population. Comment ça se fait? Il y a un truc, attends, il faut que tu me laisses parler moi aussi. Il y a un truc, tu vois, moi je vais te dire un truc, ça me fait mal au cœur de le dire, et je le dis jamais, mais comme on est entre nous, je vais le dire. Tu vois, il y a des auditeurs aussi. Oui, les auditeurs, mais ils écoutent. Mais non, mais ils vont comprendre mon propos. Tu vois, moi je vais souvent, comme je disais, j'ai 4 enfants, et il y a beaucoup d'animations gratuites qui sont
mise dans les villes. Et tu vois, j'ai toujours emmené mes enfants à la bibliothèque, à l'heure du compte le matin, de 10h à 10h à Cergy le samedi. D'accord? J'étais la seule, on va dire clairement les choses, la seule arabe, la seule noire, la seule personne issue de l'immigration qui était là à cette heure-là avec mes enfants à la bibliothèque. Pourtant, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et quand je discute avec d'autres mamans, tu vois, comme moi, elle me dit oui, mais moi je vais faire le ménage, oui, mais moi je vais aller au marché. Je suis désolée, je sais que on est entre nous et ce cliché-là, je le véhicule pas avec d'autres personnes. Mais là, on est entre nous. Mais tu vois, moi, quand j'entends ces réponses-là, ça me met dans un état de rage et de haine. Parce que je me dis, tes enfants, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin que tu ailles au marché ou au ménage. Oui, c'est une réalité. Moi aussi, il faut que je fasse à manger. Moi aussi, il faut que je fasse mon marché. Mais c'est quoi le plus important? C'est de nourrir intellectuellement ton enfant? Ou de nourrir avec juste la cuisine. Tu vois ce que je veux dire? Après, Nadia, t'as des charges et bravo pour ce que tu fais. C'est que t'as quand même déjà un certain bagage intellectuel et que c'est oui. Non, mais toi, là, je parle de toi. Tu as quand même déjà un certain bagage intellectuel, beaucoup long, mais malheureusement dans les quartiers populaires, pour revenir au quartier. Oui, mais pour revenir au quartier, dans un quartier. Pour revenir aux mamans des quartiers populaires. Et bah oui, elles ont affaire avec des enfants qui sont difficiles parce que les conditions de vie sont difficiles. Elles ont leur propre. Les enfants sont accueillis. C'est à partir de bébés, c'est bébés même de 0. Non, mais ça je comprends. Mais attends, un autre truc, une femme. Je sais, je suis comme tu dis, je suis aussi élu de quartier. Je parle beaucoup avec les mamans. Je sais que dans nos quartiers, il y a beaucoup de mamans, beaucoup de familles monoparentales, de mamans seules. Et vraiment, je salue leur courage, leur abnégation, tout ce qu'elles font pour leurs enfants. Ces mamans-là, mais tu vois, il y a pas le temps d'aller à la bibliothèque. Mais non, parce qu'il y en a aussi qui, il faut le dire clairement, elles se débarrassent de leurs gosses. Moi, il y a un petit garçon de la dernière fois de 6 ans à 21h. Moi, je rentre en hiver à 21h d'une réunion. Il est tout seul dehors et je lui dis mais tu fais quoi dehors? Il me dit bah ma mère elle est pas là. Et je lui dis bah écoute, tu vas pas attendre dehors. On va mettre un mot sur la porte et tu viens chez moi attendre que ta mère rentre. Il me dit ta gueule. Non mais tu vois, pour te dire le niveau. Ouais, mais après, je veux pas stigmatiser et je te dis pas que tous les enfants. Ouais, après on peut en sortir évidemment des exemples. Voilà, comme on peut en sortir, voilà. Je suis la première à pas vouloir stigmatiser. Ouais, mais t'as raison. On regarde la vérité en face. Mais non, mais la vérité en face, à un moment donné, c'est que chaque parent est responsable de son enfant. Ça, c'est une réalité. Oui. Voilà, mais ensuite. Alors, il faut qu'on avance. Adama Traoré. Non, mais attends, juste Christophe, juste sur les élus. Juste pour faire comprendre, c'est partout pareil. Oui, c'est tes amis, les élus. À Colombes, dans 92, on a été contacté par dans 92, on a été contacté par un commerçant qui va être expulsé car il vend pas de porc et pas d'alcool. Aucun élu l'a accompagné. À Villepinte, Nabil, les élus, on a dû forcer pour qu'il l'accompagne. Oui, il y en a eu. Voilà. À Aulnay-sous-Bois, à titre personnel, j'ai eu du soutien des élus que avant le conseil municipal. À partir du 6 mars, ça fait plus d'un an, mais les révolutions. J'étais à Vienne, dans le sud, la même chose, un jeune homme qui se fait courser, il prend peur, il meurt tapé par un train. À Marseille, on a été contacté par une femme qui s'appelle Samia, son fils, on l'a jeté du 10e étage, soi-disant la police, on ne sait pas encore. Il est mort, aucun élu l'a accompagné. Et des villes comme ça, je peux te dire, toutes les villes qu'on a vécues, aucun élu est existant. C'est incroyable. À un moment donné, elle est la réalité. Si on ne se dit pas la vérité en face que tout doit partir de la population, qu'afin les élus comprennent leurs responsabilités. Tout simplement. Je ne suis pas rendu au téléphone sur toi, je ne suis pas dans ça. Là, je dis un constat que j'ai vécu à titre personnel et je dis à tout le monde, à tous les auditeurs, je ne suis pas dans la stigmatisation des Français de confession musulmane. Je ne suis pas dans la stigmatisation des jeunes issus des quartiers dits populaires. Au contraire, je dis que si on connaissait réellement nos valeurs au fond de nous-mêmes. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une société qui est déjà à la base égoïste? Non, on est là dans la France. La France, c'est un beau pays. La République est juste raciste. La politique est une politique raciste, du dominant au dominé. C'est une réalité. Adama Traoré, la révolution est en marche. T'en es où par rapport à ton licenciement de la mairie d'Aulnay? Eh ben, j'ai été révoqué exactement, j'ai reçu l'arrêté le 1er mars. On rappelle que d'ailleurs le maire avait indiqué que c'était à la demande du préfet. C'est très grave. C'est-à-dire exactement pour faire vite. Ce qui a été démenti par ce dernier d'ailleurs. Voilà, pour faire court, le 20 juillet exactement 2017, je reçois le dossier disciplinaire à domicile. 90 pages, je suis choqué, je suis outré. À la suite de ça, je porte plainte contre 5 agents de la ville, dont un élu, M. Tellier, pour diffamation. Exactement le 11 septembre 2017, je rencontre le maire, avec tous les documents administratifs en ma possession, avec le travail de fond qu'on a pu effectuer. Je lui expose tous les tenants et les aboutissants, et faisant comprendre que c'est pas normal que des DGA avec un élu puissent se tenir ce genre de propos à mon égard. De là, le 18 septembre, j'ai rendez-vous avec lui, je négocie une rupture conventionnelle qui est acceptée exactement sur 2 ans, et de me donner exactement 48 000 euros bruts, qui faisait 45 000 euros net. Le 20 septembre exactement, ils font passer au conseil municipal,
c'est voté par les élus. J'ai un appel du DEJA qui s'appelle exactement Monsieur Palomo, qui me dit c'est bon, tu peux envoyer ta lettre pour faire ta rupture conventionnelle. Je vais mettre ma rupture conventionnelle exactement le 1er octobre. Je vais dans mon service, je leur dis tous, bon, je vais partir, je vais faire un pot de départ. Voilà, heureux, parce que je voulais partir de la mairie déjà. Je vois que j'ai pas de réponse. La semaine avant le 1er décembre, moi ils m'ont dit le 1er décembre, je suis plus à la ville. J'appelle tout le monde se renvoie là. Ping-pong, ils jouent au ping-pong. Tous des Chinois. Pas caca, ils jouent au ping-pong. Ok. Non, voilà, ils jouent au ping-pong. Et de là, on fait compte, le 7 décembre exactement, le maire me contacte, il me donne rendez-vous. Dans son bureau, il me dit comme quoi je suis révoqué. Alors que la mairie avait demandé 3 mois de suspension. Donc moi, je suis choqué. Je dis, comment ça se fait que vous allez suivre l'avis du conseil de discipline? Il me dit, car le préfet de la Seine-Saint-Denis, monsieur Durand, lui a ordonné de suivre l'avis du conseil de discipline. Je lui dis, monsieur, chacun devra prendre ses responsabilités. On ne m'a jamais manqué de respect. Car à un moment donné, j'ai fait juste remonter les demandes des habitants. À aucun moment, j'ai instrumentalisé les habitants ou j'ai mené un combat seul. Et donc tu t'es rapproché du préfet et le préfet lui t'a certifié qu'il n'était absolument pas absolument pas le cas. On s'est pas rapproché du préfet, on a fait exactement 2 grosses mobilisations, une le 15 janvier, une autre le 21 février où il y avait un dispositif de police juste incroyable mais vrai où à aucun moment le préfet de la Seine-Saint-Denis monsieur Durand a ne serait-ce mis en place un rendez-vous. J'ai contacté la déléguée du préfet Valérie Lecor à plusieurs reprises et là c'est pas fini. J'ai dit que c'est pas normal que lui il dit clairement que le maire de la ville de Nord-Sous-Bois est menti et il n'y a pas de sanction par rapport au maire. Car faut pas savoir quand même pour ceux qui savent pas les auditeurs que le préfet a autorité sur le maire de la ville de Nord-Sous-Bois et c'est pas normal que un élu de la République mente sur un homme d'État. Donc j'ai été clair, là je vais le dire clairement, s'il n'y a pas de rendez-vous avec monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis, monsieur Durand, nous allons bloquer la préfecture de Bobigny. Ça, c'est une certitude. C'est où que c'est qui ment le maire? Eh ben, il m'a envoyé un mail. Le cabinet, il m'a envoyé un mail comme avec toutes les. Il m'a envoyé un mail, le cabinet du maire, le cabinet du préfet, il m'a envoyé un mail à domicile. En tout cas, ça s'appelle La Révolution est en marche et là pour le coup, c'est vraiment La Révolution est en marche pour le coup. Avec Adama Traoré. Anan, tu nous présentes ton 3e invité. Oui, alors mon 3e invité, donc c'est Gamel Abina. Bah écoutez, il est porte-parole d'un nouveau mouvement, donc on va lui laisser le soin de le présenter. Bonjour Gamel. Bonjour Gamel, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors ce mouvement a été créé, je crois, suite à l'affaire Tarek Ramadan. Oui, ça a été créé récemment, ça a moins d'un mois. Ouais. Il s'appelle Il s'appelle le mouvement, le MDC. Je suis même plus sûr, je suis fatigué. MDC TPI, alors, donc c'est le mouvement pour la défense des droits civiques et de la défense de la présomption d'innocence. En substance, ça parle de 2 choses. Je vais expliquer rapidement. Oui, absolument. Ah, oui. Voilà, donc on est 2 à l'avoir fondé au démarrage, c'est Samira Keroua et moi. Et l'objectif de ce mouvement, c'est surtout pas de se positionner comme défenseur de Tarek Ramadan. Il n'y a pas tellement de défenseurs aujourd'hui, on le sait, mais au-delà de ça... tu plaisantes ou quoi? Il y en a plein. C'est très partagé, c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement. Au sein même de la communauté, quand même, c'est... Voilà, hein. Il y a quand même 3 clans qui se dégagent et quand même les soutiens à Tarek Ramadan sont quand même assez là, quoi. En tout cas, présent sur les réseaux sociaux, un peu moins dans les manifestations. Voilà, c'est ce qu'on allait dire. C'est que la femme qui a initié la première mobilisation, c'est Samira, donc, l'a fait le 22 du mois dernier, en plein hiver, il faisait, je crois, 0 à 2 degrés, il me semble. Elle l'a fait spontanément, sans demande d'autorisation préfectorale. Enfin, elle a fait un truc du cœur. Parce qu'elle avait le sentiment, et c'est un sentiment que je partage aussi, que Tarek Ramadan s'est retrouvé bien seul dans cette affaire. Alors, le problème de ce dossier, c'est que c'est un dossier qui est difficile. Parce que les accusations sont foison, elles partent de partout. Parce que l'accusation principale, c'est un crime, clairement. On parle de viol. Et le souci principal nous concernant, c'est qu'on s'est rendu compte que Tarek Ramadan, quand il faisait une mobilisation n'importe où, c'est 2000 personnes qui venaient se bousculer pour le retrouver dans des mosquées ou dans des salles. Et qu'aujourd'hui, quand on parle de mobilisation, on prend une proportion, par exemple, la levée de fonds, c'est 2000 personnes qui ont donné. Donc là, on se rend compte très rapidement qu'il y a... Entre parenthèses, je trouve ça absolument scandaleux, hein, cette levée de fonds. Oui, à titre personnel, hein. De la part d'un homme qui est propriétaire, qui est ultra blindé niveau fric, d'oser demander du fric à des gens, c'est scandaleux. Enfin, je trouve ça scandaleux. Je suis pas sûr que c'est lui qui l'a demandé parce qu'il est en prison, mais en revanche, en tout cas, son comité de soutien. Voilà, le comité de soutien. Maintenant, je sais pas qui fait quoi, faut être très clair, parce que le comité de soutien, il soutient pas vraiment les manifestants. J'ai pas l'impression. Je sais pas qui est le comité de soutien. Je rentre pas dans ces questions. Je suis même pas là pour défendre Tarek Ramadan. Il y a normalement des avocats qui font le travail. C'est vrai qu'une levée de fonds de 110 000 euros, s'en paye quelques avocats, mais bon, je pense qu'il y a peut-être d'autres perspectives. Je l'imagine, j'espère pour eux. En tout cas, ils ont été nombreux pour se mobiliser pour Tarek Ramadan, un peu moins pour des causes beaucoup plus importantes, pour moi en tout cas, que sont la Palestine, les Rohingyas, etc.
Là, il y a beaucoup moins de monde et beaucoup moins d'argent. Dommage. Alors bon, nous on y était sur ces causes-là, mais il est vrai que ce qui pose problème, c'est que c'est un personnage médiatique qui est controversé pour certains, qui est suivi par d'autres. Et ce qui pose problème, moi je me positionne même pas sur le fait qui est Tariq Ramadan, ce qu'il fait, ce qu'il propose ou dit, s'il est coupable ou non, parce que j'ai déjà une première information. C'est pourquoi dès le départ je me suis insurgé contre la première plaignante, Enda Yari, je la nomme, et je prends mes responsabilités, parce qu'il trouve que je la connais, que je l'ai croisée, que je sais qui elle est, je sais ce qu'elle fait, je sais d'où elle vient, je sais qu'elle côtoyait, et surtout je sais que ce qu'elle dit est un mensonge. Et ça, je l'affirme haut et fort. Elle a menti. Alors, c'est pareil. Ça, c'est ton avis. Maintenant, ça Non, ne c'est remet pas pas en l'avis, cause ça- le témoignage. Non, mais ça ne remet pas en cause le témoignage de nombreuses filles. Voilà. Parce que là, on parle de 2 ou 3 qui sont médiatisées, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas et d'autres qui n'ont pas porté plainte et beaucoup sont au courant. Donc à un moment, il faut être un peu lucide et dire les choses telles qu'elles sont. Cette affaire, effectivement, est compliquée et juste là où ça interroge, c'est sur la présomption d'innocence qui n'est pas toujours respectée dans cette affaire. Le reste, il appartiendra à la justice de déterminer si oui ou non Tariq Ramadan est coupable ou pas. Tout simplement. C'est pour ça que c'est pas un avis que je donne. Concernant la première plaignante, c'est pas un avis, c'est tranché. En revanche, sur les autres plaignantes, effectivement, j'ai pas à me prononcer. C'est l'instruction de l'enquête qui doivent conduire, effectivement. Non mais quand je dis c'est ton avis, c'est toi qui le dis ici même et moi je prends pas la responsabilité de dire Ah oui, qu'elle non, ment bien sûr. parce que je n'en ai pas la Non, preuve. c'est pour ça que je l'assume complètement, c'est ce que je dis, c'est de façon personnelle. Alors, pour ce qui concerne effectivement le dossier, nous, on n'est pas en position de défenseur de Tariq Ramadan. Ce qui m'a posé problème, c'est que j'ai eu un sentiment qui était assez négatif me concernant. Maintenant, on parle du premier volet, à savoir la présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tariq Ramadan, sur certains médias, pas tous bien évidemment, c'était plus, il a possiblement, on dit, il a violé les plaignantes, les victimes. C'est-à-dire qu'on ne positionne plus comme étant lui quelqu'un qui est supposément coupable. C'est quasiment de l'inculpation. Et concernant les victimes, on dit pas qu'elles sont présumées victimes. Et je compare à 2 affaires qui sont intéressantes. Sur l'affaire Outreau, par exemple, les enfants ne pouvaient pas mentir. Tout le monde, la France entière, on peut le comprendre, hein, c'est l'émotion qui parlait, considérait qu'effectivement les coupables étaient coupables. Les adultes face à des enfants ne discutent pas. Sur l'affaire récemment encore Dati qui a pris quand même plus de 2 ans de prison, l'hébergeur de Daesh là, on considérait qu'il était forcément coupable parce qu'ils avaient hébergé, ils savaient. Alors que ce type, manifestement, après que les juges tranchaient de l'affaire, on s'est rendu compte qu'il a rien fait. Il a quand même fait 2 ans de prison. Donc 2 ans de prison pour rien. Et sur le dossier Ramadan, ce qui nous a posé problème, c'est le traitement médiatique qui était à charge, et très très à charge, jusqu'à mettre en cause ses diplômes. Enfin bref, tout y est passé. L'arabe violeur, l'arabe voileur, l'arabe menteur, l'arabe usurpateur. Enfin, on est toute une succession de clichés qui sont tombés les uns derrière les autres. Le point dernièrement encore qui a remis en cause ses diplômes. Et de l'autre côté, il y a effectivement cette incarcération qui pose problème. Et nous, on est intervenu sur 2 questions. Traitement médiatique, qu'on mette un petit peu d'ordre là-dedans, et le fait qu'on mette un homme, alors pas Tariq Ramadan, en général, un homme en prison préventive. Pourquoi ? Parce qu'il y a des dispositifs qui existent et qui pourraient remplacer ce dispositif qui est quand même excessif, à mon sens, et qui a aujourd'hui 14 millions de personnes dans le monde qui sont en prison sans jugement. Là, sur ce fait-là, on se rejoint. Bouge pas, on se met la pub vite fait et tu nous donneras un petit peu les objectifs et comment d'ailleurs on peut se rapprocher de ce mouvement si toutefois ça intéresse avant Libertad. Ma chère Hanan, on est de retour très vite. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Hanan Zawani. Aujourd'hui, on a eu un plateau chargé, Hanan, hein. Tu nous as blindé là. Très chaleureux. Alors, avec notre dernier Beaucoup de invité débats. qui est venu nous présenter c'est un mouvement, c'est ça ? Oui, c'est un mouvement. Voilà, qui s'appelle, rappelle-nous ? Alors c'est le mouvement de la défense des droits civiques. Enfin, je suis fatigué, moi. Faut que je le relise. Le MDC. PDI, donc c'est le mouvement de défense des droits civiques et de la présomption d'innocence. Donc D'accord. l'idée Donc- c'est quoi ? C'est défendre effectivement les droits des citoyens, lambda, hein, pas forcément Ramadan. Ouais. Et puis la présomption d'innocence, c'est vraiment faire en Ça a sorte été un que élément ce- déclencheur en fait, l'affaire Ramadan, pour toi, pour ce mouvement. Pour ma part, oui, voilà. C'est Ouais. on est en face d'un dossier qui est quand même éminemment complexe, mais qui D'accord. permet d'avoir la focale sur des questions essentielles, à savoir qu'il y a des gens qu'on met en prison. Qu'on met en prison sans jugement, qui sont préjugés, clairement, et qui parfois sortent de prison au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, et ils sont relaxés. Mais on Ouais. ne leur rembourse pas ces 2 années. Ça là-dessus, Donc là, d'accord. Il y a une page effectivement, ce qui est- Facebook, il y a un site. Alors, le site Pardon, en construction, la page en cours. On a déjà, alors on prépare déjà une sorte d'appel qu'on va appeler. Je vais pas donner le détail pour l'instant. Enfin, il y a un texte qui va être bientôt produit par rapport à ces questions-là. C'est un manifeste, pour être très précis. Et l'objectif, c'est d'attirer l'attention sur le fait que parce que Tariq Ramadan est une personnalité publique, tout le monde s'émeut de sa détention, qui se passe dans des conditions difficiles, semble-t-il, puisqu'il est malade. Oui. Mais que il y a des femmes qui sont, enfin des femmes. On connaît le cas d'une femme qui avait un certain
Manage qui est morte en détention, alors qu'elle avait malheureusement, elle avait rien fait. Oui, en fait, c'est le sort des prisonniers qui t'interpelle le plus, quoi, au travers de cette action. Oui, parce que malheureusement, ou injustement, des gens qui sont injustement en prison. Justement, voilà. Je parle pas de ceux qui vont en prison pour des vraies raisons, mais on sait que, alors maintenant, moi je suis d'origine maghrébine, on sait que par rapport à ce plaisantin d'Éric Zemmour, on sait que 80% des détenus sont d'origine africaine. Alors moi je parle pas de négrophobie ou d'islamophobie, c'est des termes que je réfute. Je parle d'africanophobie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je considère que l'Afrique c'est un tout et que ce soit nord-africain ou subsaharien, on est africain. Ouais, bon. Et à partir de là, justement pour développer le concept, ici en France, il y a à peu près 80% effectivement des grandes prisons qui sont chargées malheureusement de gens issus de l'immigration parce qu'ils sortent tous de cité. Ce que Zemmour ne précise pas d'ailleurs, c'est des gens qui viennent de cité, donc de conditions sociales défavorisées. Et ce qui est amusant, c'est qu'en Angleterre, c'est le contraire. En Angleterre, 20% des détenus sont d'origine étrangère, tout le reste est anglais. Donc c'est une question sociale éminemment. Bon, en tout cas, merci beaucoup Gamal, reste avec nous parce qu'on aimerait quand même faire un petit libertin, parce qu'on a eu 3 invités, on n'a pas eu le temps de prendre nos auditeurs, ma chère Hanan. Hein. Allons-y, on les attend. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Salut Youssef Francis. Salut Youssef, qu'est-ce que tu veux toi? T'as vu au congrès FN, il y avait Steve Bannon. Oui, l'ancien conseiller de Donald Trump, ouais, absolument. Avec ce qu'il a dit, il faut être ouvertement raciste. Oui, non, mais il faut peut-être pas fêler. C'était une fierté, oui. Oui. Ouais, on a atteint le fond là. Le président du FNJ, là, t'as vu? Ouais. Il a eu des propos racistes. Absolument. D'ailleurs, il y a une enquête qui est ouverte par rapport à ses propos. Il aurait traité un vigile de comment? Nègre. Ouais, de nègre de merde, c'est ça. Voilà, exactement. On comprend pas le FN. Depuis des années, ils nous disent qu'ils essaient de diaboliser. Ils ont viré Le Pen, le père. Bah oui, mais chasse le naturel, il revient au galop. Bannon et tout. On comprend pas en fait. Merci Youssef. Salut à Drancy, ciao ciao. 01 40 33 9000. Oui, Gamal et Adama, le Libertad, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un exercice un petit peu novateur en radio, c'est que les auditeurs nous appellent, je ne sais pas qui ils sont ni ce qu'ils vont nous dire, je prends leurs appels et sans filtrage. Voilà, sans France Maghreb 2, c'est la liberté qui s'opère sans limite. Enfin si, il y a des limites évidemment. France Maghreb 2, bonsoir. Voilà, il y a le chat. Ah bah voilà, l'autre, ok, bah, voilà. Ça c'est le prix de la liberté, des fois on a les abrutis. 01 40 33 9000 évidemment si vous souhaitez nous appeler, ou ceux qui ont envie de s'amuser en tout cas. Allô, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir, quel est votre prénom et votre ville d'appel, cher ami? C'est Fatih. Fatih, tu nous appelles d'où, Fatih? Voilà, ça va très bien, on se connaît depuis longtemps et ta voix, ça reste toujours la même. Je pense que tu prends du miel tous les jours, non? Même pas, tu vois, c'est naturel. Allez, je passe le bonjour à tous qui est autour de toi. Bonjour, et Fatih. Ça me fait vraiment plaisir. Bonjour. Aïchek Fatih. Pour l'histoire de Tarek Ramadan. Oui. Le pauvre, il est pour rien. À chaque fois, on amène un cobaye, payé par les autres. Donc, pour dire que vraiment, lui, il est coupable, moi, je crois pas beaucoup. Hein. Moi, je suis pas... Maintenant, aujourd'hui, tout le monde il est content et tout le monde il est cocu. Merci Fatih pour ton avis. À très bientôt Fatih. À bientôt. Aïchek. 01 40 33 9000. On va peut-être en prendre une dernière si Medjahed nous l'autorise. Bien sûr que oui. Voilà. Merci beaucoup. France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Ok, hop, allez, un petit dernier. 01 40 33 9000. Évidemment, si vous voulez nous appeler d'étrangers, 00 33 1 40 33 9000. France Maghreb 2, bonsoir. Bah voilà le chat. Ah bah voilà. Allez, encore le un, chat. Christophe. Ouais, encore un, parce qu'on va pas se terminer là-dessus quand même. Ça serait vraiment dommage. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, prénom. Votre prénom et ville d'appel, cher monsieur. Morad et de Lille. Morad de Lille. Bonsoir Morad, on t'écoute. J'écoutais en reprenant donc le cours de votre émission, hein, oui. De rentrée du boulot. Oui. Il y a une dame qui disait une chose foncièrement vraie et qui incitait les parents. Si elle est sur votre plateau, peut-être que... Elle est partie, Nadia Troubi, elle nous a quittés, oui. Bien. Bon, bonjour. Mais elle dit une vérité, mais tellement évidente que ça paraît encore exceptionnel. Moi, je suis de la région lilloise et de Roubaix précisément. D'accord. Et il faut savoir que pour que nos enfants réussissent, oui. qu'il y a une chose à laquelle on ne peut transiger, oui. Et cette chose, c'est la langue française. Et s'il y a bien un marqueur social, c'est la langue française. Et il est vrai que, je vais vous dire une chose, moi j'ai deux garçons. Ouais. J'aurais peut-être saccagé leur envie de ressembler à Zinedine Zidane parce que pour moi, le référentiel, c'est pas réussir, excusez-moi l'expression à la baballe, c'est de maîtriser les grands écrivains, c'est d'avoir ce goût de la lecture et j'allais presque dire, s'occuper en permanence la médiathèque qui est le lieu de pouvoir pour moi. Et comme dit le Coran, Iqra.
Et j'adhère complètement à ce qu'elle disait. On n'a pas, nous, qui sommes d'origine français, d'origine étrangère, algérienne, marocaine, comme vous l'entendez, cette culture d'envoyer ces gamins et de leur presque renifler le livre afin qu'ils puissent avoir ce réflexe de lire, parce que vous comprendrez que... Merci mon ami, parce que faut qu'on y aille. Le mieux, ce sont ceux qui maîtrisent le français et les connaissances qui vont avec. On a bien compris ton message. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé dans Libertad. À très bientôt. Bon, eh bien merci à tous en tout cas d'être venus. Adama, merci beaucoup. Gamal, à très bientôt. Ma chère Anan, la semaine prochaine d'autres invités évidemment. Voilà, d'autres invités. Donc Youssef Zouini et Morad Agribi. Voilà, du lourd quoi. Demain, on aura aussi, vous vous souvenez peut-être de l'affaire Wissam à Clermont-Ferrand, ça vous dit quelque chose? Bah oui. On en parlera puisque son frère sera avec nous demain sur France Maghreb 2, ainsi que Mounir du collectif qui a été créé, qui est d'ailleurs été très agissant. Ils ont fait beaucoup de choses, beaucoup d'actions par rapport à ce tragique accident qui a eu lieu donc du côté de Clermont-Ferrand. L'affaire Wissam, on en parle demain. On sera avec Nasser Lajili et Osin Ras, et également un élu qui sera là entre 16h et 18h, encore du beau monde donc en perspective. Et je vous invite aussi ce jeudi une émission spéciale Syrie à l'occasion, j'allais dire, de ce 15 mars qui correspond au 7e anniversaire du déclenchement de la révolution, une révolution qui, vous le savez, s'est transformée en guerre avec pas moins l'intervention de 120 pays en Syrie pour tenter de déstabiliser. On avait d'ailleurs donné au départ 6 mois à Bachar al-Assad, 7 ans après il est toujours là, et on se fera donc un petit peu l'écho de cette guerre en Syrie avec les éléments importants, les tournants dans cette guerre, avec 3 éminents spécialistes que sont Tarek Mami, Sofiane Lagdari et Youssef Braknik sont avec nous de ce jeudi. Et puis on parlera aussi ce vendredi pour une émission spéciale en collaboration avec Radio Galère de Marseille. Une émission, on va parler racisme d'État et de discrimination et se servir de cette marche qui aura lieu samedi. Tiens Adama, tu pourrais venir samedi à Paris. Il y a la marche de la dignité. J'y suis. Eh ben voilà, on y sera, on se croisera là-bas, on y sera tous donc ce samedi puisque c'est une marche nationale. Elle aura lieu non seulement à Paris mais aussi à Marseille et dans plusieurs grandes villes de France. On en fera une émission ce vendredi spéciale. Donc une belle semaine en perspective. Je vous souhaite une excellente soirée. Pardon pour le retard mon cher Medjahed, il arrive dans un instant pour sa bonne humeur légendaire. Bonne soirée à tous sur France Maghreb 2. Anan, merci, à très vite. Bonne soirée, à lundi prochain. 18h03, vous êtes bien sur France Maghreb 2. Vous avez d'ailleurs raison d'y rester. C'est l'heure du rappel de l'actualité de ce lundi soir. Et c'est avec Marine Garel que l'on a rendez-vous. Bonsoir chère Marine. Bonjour à tous. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a fait une annonce dans Le Monde ce matin. Le code civil sera modifié pour y inscrire la nécessité pour les entreprises de prendre en compte leurs impacts sociaux et environnementaux. Le tout sous le nom du projet de loi Pacte, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Celles-ci prendront en compte ces impacts mais pourront aussi les retranscrire dans leur statut. Ceci sera une option et non une obligation, a précisé le ministre. Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, est arrivée à Mayotte ce matin. Elle doit tenter de trouver une issue au mouvement populaire contre l'insécurité qui touche l'île depuis fin février. La ministre s'est exprimée cet après-midi et a notamment déclaré travailler sur la possibilité de donner à l'hôpital de Mamadzou, la capitale du 101e département français, un statut extraterritorial dans le but de lutter contre l'immigration illégale. C'est un procès attendu qui débute aujourd'hui. 12 salariés et ex-salariés de la compagnie aérienne Air France sont jugés en appel jusqu'au 20 mars pour des faits de violence et de dégradation. Souvenez-vous, c'était en octobre 2015. Une manifestation contre un projet de restructuration qui menaçait des milliers d'emplois avait dégénéré à l'aéroport de Roissy. 2 cadres d'Air France avaient dû fuir. L'un était torse nu, l'autre avait la chemise arrachée. Au moins 50 des 71 occupants d'un avion de ligne bangladais ont trouvé la mort aujourd'hui dans un accident lors de la phase d'atterrissage. Cela s'est produit à Katmandou, au Népal. L'avion, un bombardier Q400 de la compagnie US Bangla, était parti de la capitale bangladaise, Dhaka, avec à son bord 67 passagers et 4 membres d'équipage. Il a heurté une barrière en limite de l'aéroport et a pris feu. Hubert de Givenchy, le fondateur de la maison Givenchy du groupe LVMH, s'est éteint aujourd'hui, a annoncé sa famille. Ce grand nom de l'âge d'or de la haute couture, dont le style est incarné par Audrey Hepburn, s'est éteint à l'âge de 91 ans. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.